Nous reprenons nos travaux et je souhaite la bienvenue aux représentants de Pas un mort de plus. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à une période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter votre exposé. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame la ministre Guilbeault. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, les membres de la commission. Alors, je me présente. Moi, c'est Alexandra Deschaines. Je suis la maman d'une jeune fille de 8 ans qui fréquente une école primaire. Et puis, je suis co-organisatrice, au même titre que mes collègues ici présents, du groupe Pas une mort de plus. Bonjour, moi, c'est Anne-Julie Réaume. Je suis aussi mère de 2 enfants du primaire. Catherine Korakakis, the president of the English Parents Committee Association, mother of 2 school-aged children. Bonjour, Jean-François Gagné, père de 2 enfants. Alors, Pas de mort de plus, c'est un collectif non partisan de parents et de citoyens qui, à la suite du décès de la jeune Maria, happée sur le chemin de l'école par un automobiliste en décembre 2022, lance un cri du cœur pour réclamer la fin de l'insécurité routière sur les trajets scolaires. Les 24 janvier et 15 mars 2023, à l'appel de notre mouvement, des centaines de parents et de citoyens à travers le Québec manifestent pour cette cause devant leurs écoles. Ces 2 grandes mobilisations nationales historiques sont largement médiatisées et des élus municipaux et provinciaux y assistent. Le sujet est devenu incontournable dans les conseils de parents et dans la sphère publique en général. L'ébullition ayant suivi le décès tragique et évitable, soulignons-le, de la petite Maria, nous a révélé notre multitude. Nous étions des dizaines de groupes de parents inquiets à la grandeur du Québec à signaler des trajectoires scolaires dangereuses dans nos quartiers. Nous étions nombreux à être empêtrés dans les interminables et complexes démarches devant mener à la mise en place des plus simples correctifs. Nous étions tout autant à essuyer des refus ou contraints à se satisfaire de demi-mesures, tant l'absence de normes encadrant la sécurité des trajectoires scolaires mène au Québec à une inertie et un laisser-aller dans le domaine. Indignés, inquiets, mais résolus, nous avons alors uni nos forces pour que jamais plus nos écoles ne soient le théâtre d'une telle tragédie. En août 2023, lors d'une rencontre particulière avec notre collectif, la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault, faisait la promesse tant attendue. L'aménagement sécuritaire des corridors scolaires serait désormais obligatoire. Dès lors, cette obligation soulagerait le parent qui n'aurait plus à manifester devant l'école pour un bout de trottoir ou un arrêt supplémentaire, ni à engager l'ingagnable bataille contre des municipalités réfractaires. Surtout, la loi rendrait définitivement et automatiquement sécuritaire la plus normale et iconique des activités enfantines, marcher vers l'école. Un seul article nous renvoie à cette promesse, l'article 52 qui se lit comme suit. En outre, la personne responsable de l'entretien d'un chemin public est tenue d'aménager de façon sécuritaire la zone scolaire, notamment en tenant compte du guide d'application élaboré par le ministre des Transports en semblable matière. À notre avis, une faiblesse de cet article est que le concept de sécuritaire n'est pas clairement défini et que sans institution pour établir des normes et veiller à leur respect, il incombera toujours aux parents et aux citoyens d'entreprendre des démarches pour obtenir des aménagements sécuritaires. Notre première recommandation est donc la suivante. Adopter une loi sur la santé et la sécurité des usagers de la route et désigner une institution pour la mettre en œuvre. Cette institution devra avoir le pouvoir d'agir en prévention et d'exiger des correctifs de la part des gestionnaires des chemins publics. Afin de prendre en charge le risque inhérent à la circulation des véhicules motorisés dans nos milieux de vie, nous recommandons au MTMD de s'inspirer de la loi sur la santé et la sécurité du travail et d'adopter une loi sur la santé et la sécurité des usagers de la route. Une institution analogue à la CNESST, un protecteur des usagers de la route, devrait être désignée pour veiller à l'application de la nouvelle loi. Celle-ci permettrait d'agir de manière préventive en établissant des normes contraignantes pour assurer la sécurité des usagers non protégés dans les différents milieux de vie du Québec. Cette loi donnerait à l'institution désignée le pouvoir d'imposer aux différentes parties prenantes, le MTMD, municipalités, centres de services scolaires, etc., de se conformer à un règlement similaire au règlement sur la santé et la sécurité du travail qui définirait avec précision les caractéristiques de sécurité minimales des différents milieux de vie.
Par exemple, pour les zones scolaires en milieu urbain, ce règlement pourrait rendre obligatoire la présence de trottoirs, définir la manière dont ils doivent être séparés de la circulation motorisée, une longueur maximale pour les traversées piétonnes, etc. Ce règlement devrait être inspiré des meilleures pratiques dans le domaine, notamment du projet Vision Zéro. En outre, l'institution chargée de la mise en œuvre de cette nouvelle loi devrait recevoir les plaintes des citoyens au sujet de la sécurité routière et faire le suivi avec les acteurs concernés. Devrait faire aussi un suivi systématique des recommandations des coronaires, déployer des inspecteurs qui auront tous les pouvoirs nécessaires pour exiger des correctifs afin qu'ils se conforment à la réglementation et tenir des statistiques sur les causes des accidents graves en incluant, dans les causes possibles, les aménagements déficients. Les activités de la CNESST reposent sur une hiérarchie des mesures de prévention qui commence avec l'élimination du danger à la source. L'ensemble de ces mesures a permis au Québec de faire des avancées significatives en matière de santé et sécurité au travail dans les dernières décennies. En 2024, nous avons grandement besoin d'une loi aussi forte que la LSST au niveau de la sécurité routière. Quelqu'un doit être responsable de la sécurité des usagers de la route. La révision du tome 1 et la table de sécurité routière que la ministre prévoit créer dans son plan d'action sont les bienvenues. Par contre, puisqu'elles n'auront pas un caractère obligatoire, elles sont insuffisantes pour garantir des milieux sécuritaires à nos enfants. Dans bien des cas, les parents mobilisés demandent des changements qui ont déjà été recommandés par plusieurs spécialistes. Trop souvent, ces recommandations ne sont pas suivies par les responsables de l'aménagement qui n'ont ni l'obligation de les suivre, ni même de justifier leur choix. La loi sur la santé et la sécurité des usagers de la route permettrait, dans bien des cas, de transformer ces recommandations en obligations. Nous recommandons de rendre obligatoire l'aménagement sécuritaire des corridors scolaires et non uniquement de la zone scolaire. La zone scolaire est très restreinte et ne concerne que les tronçons de rue directement adjoints à une école. Or, les élèves ont besoin que l'ensemble de leur trajectoire soit sécuritaire. Nous suggérons plutôt d'utiliser l'expression « corridor scolaire » tant que pour l'article 52 que pour l'article 55. On entend par corridor scolaire toute route, trottoir ou zone reliant une école à ses zones environnantes et utilisée par les élèves pour se rendre de leur domicile à l'école ou vice-versa. Nous recommandons d'établir un échéancier quand l'entrée en vigueur des articles 52, 55 et 57. Nous recommandons d'exiger la tenue de statistiques sur le nombre de cheminements scolaires qui auront une limite de vitesse différente de 30 km/h. Puisque nous ne connaissons pas encore la tenue du règlement qui permettra d'avoir une limite de vitesse différente, nous sommes inquiets de la portée qu'il pourrait avoir. C'est pourquoi il devrait être possible de savoir combien d'écoles sont touchées par les conditions prescrites dans ce règlement. De plus, nous appuyons la recommandation de Piétons Québec de modifier la vitesse de base dans les agglomérations de 50 km/h à 30 km/h. Il y a un an, donc, pas de mort de plus naissait. 2 manifestations nationales plus tard, plus d'une cinquantaine de villes et de MRC totalisant plus de la moitié des Québécois nous ont appuyés en signant une résolution. La ministre a donc proposé un plan de sécurité routière en août 2023. Nous sommes emballés par ce plan. Si les moyens sont mis en place pour atteindre ces objectifs, le plan sera une réussite. Est-ce que ce projet de loi fera en sorte qu'il y ait des trottoirs à Saint-Flavien? Est-ce que les voitures rouleront encore à 70 km/h sur le boulevard Léger, à 6 voies que mes enfants traversent pour aller à l'école le matin? Est-ce que le MTMD va encore conserver la limite de vitesse à 70 km/h à Prévost? Est-ce que les enfants auront enfin droit d'aller à l'école à pied à Saint-Colomban? Ces exemples que nous avons répertoriés continuent de s'ajouter depuis l'annonce du mois d'août. Est-ce que le projet de loi va réellement changer les choses? C'est la seule question qui nous intéresse. Souvent, on entend dire « Est-ce que ça prendra une mort pour changer les choses? » Nous savons maintenant qu'une mort, ce n'est pas suffisant. Nous savons que ça prend plus qu'un rapport du coroner, plus que des articles toutes les semaines dans les journaux, plus que des parents qui font des demandes pendant des années, plus que des campagnes de sensibilisation. Ce que ça prendra, c'est un projet de loi qui fait en sorte que les infrastructures sécuritaires soient obligatoires sur les trajets scolaires. C'est la moindre des choses si on veut que nos enfants soient en santé, en sécurité et qu'ils apprennent à devenir autonomes. Nous voulons alimenter le cercle vertueux où plus c'est sécuritaire, plus les enfants marchent et donc plus c'est sécuritaire. Le plan de la ministre, je le répète, est emballant. Le projet de loi doit mettre concrètement les moyens d'y arriver. La mobilité durable, ça commence par des enfants qui marchent. À vous de jouer.
Merci pour votre exposé. Nous allons débuter les interventions avec la banquette ministérielle et j'invite Mme la ministre à débuter la période de questions pour 16 minutes 30 secondes. Oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous d'être, Mesdames, Messieurs, d'être présents ici aujourd'hui. Toujours heureuse de vous retrouver. Comme Piétons Québec, un peu, vous faites partie des premières rencontres que j'ai faites quand je suis arrivée comme ministre sur la question de la sécurité routière. Vous êtes venu d'ailleurs dans Louis Hébert me rencontrer. Merci encore. Et donc, c'est ça. Puis, comme je l'ai dit à Piétons Québec, je considère qu'il y a beaucoup d'éléments de ce plan-là qui découlent des entretiens qu'on a eus, des propos, des propositions, des propos, des préoccupations que vous avez fait valoir, de ce dont on a discuté ensemble. Vous étiez venu aussi, puis mon cône orange, dessiné par un jeune que vous aviez amené à l'Assemblée nationale lors de notre interpellation. Je l'ai dans mon bureau. Donc, des fois, dans une story ou autre, on le voit en arrière-fond, il est là pour nous rappeler pourquoi on fait ça. Donc, bref, merci, puis merci de vous être déplacé ici aujourd'hui. Très intéressant. J'ai des questions, puis le hasard fait que Piétons Québec est passé juste un petit peu avant vous, puis c'est certain que pour moi, il y a des notions un petit peu qui se recoupent dans toute la question des zones et des corridors scolaires, donc j'aurai des questions un peu similaires là-dessus. Puis comme je l'expliquais, bien d'abord pour moi, vous le savez dans le plan, le premier axe, c'est le transport sécuritaire vers l'école, puis ensuite de ça, on a un autre axe pour la sécurité des piétons. Donc c'est sûr que pour moi, puis avec une très, très grande préoccupation pour les zones scolaires. Pour moi, c'était incontournable. Je dirais que c'était l'élément numéro 1 qui nous animait puis qui a conduit au dépôt de ce plan-là. Maintenant, puis il y a la mesure 1, la mesure 1 ou 2 rend obligatoire justement les aménagements sécuritaires autour des zones scolaires et des corridors scolaires. Mais pour ce qui est de l'opérationnalisation de ça, comme je le disais tout à l'heure, la notion de corridor scolaire est plus compliquée à définir ou à circonscrire que la notion de zone scolaire. Puis on avait ce matin l'UMQ et la FQM, surtout, entre autres, qui regroupent les plus petites municipalités, donc qui ont des grands territoires, puis des zones ou des environnements très, très différents de ce qu'on peut avoir en milieu urbain plus dense. Donc, la notion de corridor là-bas est autrement différente qu'au centre-ville ici ou à Montréal. Alors, considérant tous ces éléments-là, considérant notre volonté que ce soit le plus réaliste, puis faisable possible, puis opérationnalisable possible pour nos municipalités, l'article 52 est rédigé d'une façon, comme vous l'avez dit, en insistant sur les zones scolaires, mais par contre, en complémentarité, la mesure 1.2 du plan vient dire que les municipalités vont devoir se fier au guide « Redécouvrir le chemin vers l'école » que sans doute vous connaissez, qu'on va mettre à jour cette année en 2024. C'est l'échéancier qu'on s'était donné dans le plan. Puis qui va permettre, puis là-dedans, puis ça vient aussi avec une des recommandations que vous disiez de définir la notion d'aménagement sécuritaire, qui est encore là une notion qui est difficile à définir parce que d'un endroit à l'autre, ça ne prendra pas la même forme. Donc, en mettant tout ça ensemble, j'aimerais ça vous entendre sur comment on concilie le réalisme des moyens dont on a besoin, des actions qu'on a besoin de susciter pour atteindre notre objectif, avec des prescriptions trop strictes, puis un peu imperméables à la variabilité des milieux et des environnements dans nos différentes régions du Québec. Bien, je pense peut-être qu'il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que nos enfants, eux, ne connaissent pas la définition de zone scolaire, puis de trajet scolaire, puis de... Et donc, eux, ce qui leur intéresse, c'est de savoir est-ce que le chemin est sécuritaire. Donc, on veut bien, nous, que ce soit écrit seulement à zone scolaire, mais nos enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est un chemin sécuritaire. Puis pour eux, ce qui est réaliste, c'est d'avoir un chemin qui est sécuritaire, peu importe la définition que le législateur en fait. Eux, ce qui les intéresse, c'est le trajet scolaire. Je vais être obligé de prendre mon exemple personnel où mes enfants doivent traverser le boulevard Léger où les voitures roulent à 70 km/h. Ce n'est pas dans la zone scolaire. Ça ne fait pas partie de la zone scolaire. Et il va falloir qu'un jour, cet endroit-là soit sécurisé, puisqu'en ce moment, ça roule à 70 km/h, et c'est le trajet que plein d'enfants de Montréal-Nord prennent pour aller à l'école. Fait que, tu sais, nous, comme parents, nous, on veut bien regarder la loi et tout ça, mais il faut absolument qu'un jour, on s'attaque au trajet scolaire de façon générale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est celui dont Anne-Julie a parlé tantôt, c'est-à-dire que le protecteur du citoyen, lui, va être capable, le protecteur de l'usager de la route, va être capable, lui, de dire, à cet endroit-là, c'est un endroit où il y a beaucoup d'élèves qui passent, on a besoin que ce soit sécuritaire, même si ce n'est pas la zone scolaire précise.
En ce moment, la zone scolaire, c'est le panneau, il est accroché après l'école, presque. Là. Il est à un bout de l'école, puis à l'autre bout de l'école, c'est trop court. J'ajouterais, vous dites c'est difficile parce que les milieux sont très différents au Québec, puis on comprend bien ça, puis c'est justement pour ça qu'on propose peut-être une institution qui serait responsable de ça, parce que le Québec regorge de spécialistes en urbanisme qui sont capables de faire les nuances entre une zone scolaire dans un milieu très dense puis une zone scolaire dans une région rurale. Et il y en a plein de solutions. Dans les régions rurales, ils peuvent passer par des chemins qui sont éloignés des grandes routes. Dans les zones plus urbanisées, il y a d'autres solutions. Donc, vous avez raison que c'est difficile, mais je pense que c'est pas une raison pour pas le faire. Puis de demander à des experts de normer des choses puis de les rendre obligatoires, parce que c'est vrai, c'est écrit dans la loi en ce moment, mais sécuritaire, si c'est pas défini, c'est très subjectif. Moi, il y a un employé de la Ville de Québec qui me regardait dans les yeux en me disant que telle place, c'était sécuritaire, puis on n'avait pas du tout la même vision des choses. Donc, il y aurait moyen de normer ça de manière qui soit à la fois flexible, qui rendrait compte de la diversité des milieux au Québec, mais qui soit quand même contraignante. Puis, parce que quand on parle de, vous le dites, là, vous donnez l'exemple d'un employé de la Ville de Québec, on finance aussi par ailleurs, via le PAVL, ou en tout cas dans l'ensemble de nos programmes, entre autres des projets pour des diagnostics de sécurité, puis le dépôt de plans de sécurité des municipalités. Donc, pour plusieurs, ça faisait déjà, bien, pour certaines en tout cas, au moins, ça faisait déjà partie de projets ou d'actions qui étaient en train de poser avec les bonifications des enveloppes, puis avec toute la conversation nationale qu'on est en train d'avoir, puis l'imposition du sujet dans l'actualité et autres. On sent un mouvement. Tout à l'heure, j'ai lu l'exemple, je ne sais pas si vous étiez dans la salle, de ma ville de Saint-Og, où je demeure, dans Louis-Hébert, qui, elle, par eux-mêmes, le conseil municipal a adopté le 30 km/h, 40, 50, selon les types de rues. Sans qu'on les contraigne ou sans même si je suis leur député, je leur en ai même pas parlé, puis ils ont décidé d'adopter ça. Fait qu'il y a quand même aussi une mouvance volontaire. Alors, tu sais, toujours dans une optique de proposer ou d'imposer selon quelque chose de réaliste pour susciter le maximum d'adhésion. C'est ça, tu sais, pour moi, c'est difficile à concilier la même obligation pour, par exemple, Bécomo ou pour Gatineau. C'est vraiment ça. Nous, on essaie de chercher l'espèce de point de consensus où on va aller chercher le plus de monde possible, puis le plus de dépôts de projets possibles, de diagnostics possibles, puis de réaménagements possibles, qui débordent des fois les zones scolaires. Si on prend une école qui est sur notre réseau provincial, puis là, qui passe sur une route numérotée, si tu veux mettre des traverses piétons à une certaine distance, des affichages, des clignotants un peu plus loin, à un moment donné, tu débordes possiblement la zone scolaire, mais là, c'est le corridor qui devient... Enfin, je vous partage ça parce que je sais que c'est ça le cœur de la préoccupation, puis c'est ça, nous aussi, qu'on va essayer d'atteindre, mais les milieux sont tellement différents que la proposition qu'on faisait me semblait combiner la bonification des enveloppes, là, évidemment. Mais vous avez tout à fait raison qu'il y a un mouvement vers la sécurisation. Puis c'est pour ça qu'on veut laisser aux municipalités qu'on a entendues aussi ce matin l'autonomie d'aller plus loin. Québec et Montréal sont exemplaires, en tout cas, du moins dans leur volonté de faire des aménagements qui sont sécuritaires. Puis il y a d'autres villes, dont manifestement Saint-Augustin aussi, qui veulent aller là. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre un plancher. Tu sais, aller aussi loin que vous voulez, les municipalités, pour sécuriser les trajets. On ne va pas vous empêcher. Mais il y a un plancher qu'il faut mettre pour les villes qui n'ont pas des parents mobilisés, qui n'ont pas nécessairement une administration municipale qui est très dans cette mouvance-là, puis qui a besoin de se faire dire, OK, vous n'êtes pas obligé d'avoir comme le NEC plus ultra des aménagements sécuritaires, mais faire marcher les enfants sur un accotement mal déneigé en se faisant frôler par des camions à 70 km/h, votre autonomie s'arrête là. C'est ça. On ne peut pas passer sous silence, encore une fois, l'exemple de nous, on l'appelle Jacinthe, c'est devenu notre ami, mais, à Saint-Flavien, où ça fait 6 ans maintenant qu'il y a eu un enfant qui est mort. Il n'y a toujours pas de trottoir. Là, on parle du minimum, là. On parle de trottoir pour marcher, pour aller à l'école. Il n'est toujours pas là. Moi, je suis encore très surpris qu'on ne soit pas capable de construire un trottoir dans une ville pour que les enfants puissent marcher. Alors qu'il y a une recommandation du coroner à la suite du décès. Donc, c'est aussi ça. C'est que quand il y a des recommandations du coroner à la suite d'un décès, bien, c'est au bon vouloir de la municipalité de le suivre, de toute évidence. Il n'y a rien qui se passe.
On a des écoles encore dans la métropolitaine de Montréal où les enfants, c'est 50 la route, puis il n'y a même pas de signe pour montrer d'arrêter que faites attention aux des enfants. Puis on peut essayer d'aller vers les conseils municipaux, mais c'est pas tout le monde qui nous écoute quand on vient. C'est pas chaque parent qui va être mobilisé comme nous, qui va donner son temps, va aller bénévolement, puis essayer de faire le cri de cœur. Ça prend quelque chose. Ça prend quelque chose pour que le monde, ils font attention quand nos enfants sont en train d'aller à l'école. C'est super important. Il doit y avoir un minimum pour tout le Québec. Est-ce qu'on aurait aussi cette discussion-là au niveau des travailleurs, dire, ben écoutez, on va laisser la liberté à ce milieu de travail-là de définir si c'est suffisamment sécuritaire pour ces travailleurs. Puis, ben, s'il a la volonté de le faire et d'aller plus loin, ben, ça sera OK. Puis, ben, sinon, ben, il n'y a pas personne qui va le contraindre. Alors que c'est un peu ça que nous regrettons, c'est que c'est toujours sur les épaules du citoyen, en fait. Dans nos réalités partagées, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui contraint absolument rien. Alors que c'est pour ça qu'on veut faire le parallèle avec la CNESST, qui est une institution forte qui porte le fardeau d'assurer la sécurité. Parce qu'il y a des normes, puis qui est inacceptable que des travailleurs soient mis en danger, mais on accepte ça pour tout piéton. Mais là, on parle, nous, précisément de nos enfants. Je trouve que c'est une conversation qui est un peu absurde, même. Bien, en rendant, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est sûr qu'en rendant obligatoire l'aménagement sécuritaire autour des zones scolaires, dans les zones scolaires, déjà quand même, c'est un pas important par rapport à avant où on reposait exclusivement sur la bonne volonté, sur la disponibilité budgétaire et autres. Donc, dans ce sens-là, quand même, on enchâsse dans une loi cette obligation-là. Donc, je pense que c'est à la fois d'un point de vue symbolique puis réel, c'est quand même une belle avancée. Puis sur justement l'article 52, là, puis 55 et tout ça, tout ce qui tourne autour de cet article-là, il y aura une conversation ou en tout cas une réflexion à avoir sur la mise en vigueur. Si vous avez vu à l'article 87, le dernier article du projet de loi, en fait, divers éléments, là, il va y avoir une réflexion sur la mise en vigueur. Selon les éléments, il y a des choses qui pourront être mises en vigueur plus ou moins vite. Mais cet élément-là fait partie de ceux pour lesquels il faudra avoir une réflexion quand même lucide, tu sais, en ayant en tête qu'il faut à un moment donné en arriver là aussi. Mais, par exemple, une mise en vigueur dans 6 mois, tu sais, c'est pas réaliste. Là. Fait que vous, comment vous verriez ça pour qu'on puisse laisser quand même aux municipalités le temps de faire ce qu'il faut pour se conformer, en ayant quand même pas un deadline, une échéance, éventuellement? En fait, nous, ce qu'on a demandé, tout simplement, c'est qu'il y ait un échéancier. Là. On n'avait pas de date précise en tête, mais pour nous, c'est important qu'on soit capable de suivre comment les choses vont avancer. Comme dans le plan, il y a un échéancier. On aurait aimé ça que dans la loi, il y en ait un aussi. Pour revenir sur la partie plus financière, là, les priorités, je veux dire, c'est un choix de société qu'on fait. Je veux dire, nous, on est content de voir qu'il y a une priorisation, qu'il y a un nouveau budget qui va grandir à propos de ces situations-là. Mais je veux dire, on investit présentement des milliards. Le ministère du Transport et de la Mobilité durable investit des milliards dans les routes actuellement. Près de chez moi, ils sont en train d'allonger la 19. Le ministère du Transport nous dit que ça va diminuer la circulation alors que toutes les études disent exactement le contraire. Et ça coûte des milliards. Et pendant ce temps-là, nous, on est bien contents qu'il y aura 68 millions, mais il y a des milliards qui sont faits pour construire une autoroute qui va créer plus de circulation dans nos quartiers, finalement. Donc, ça, c'est pour la 19, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein de projets d'autoroute actuellement qui coûtent beaucoup plus cher que de sécuriser nos écoles. Donc, c'est un choix de société qu'on fait, finalement. Est-ce qu'on investit 68 millions pour nos enfants puis 5 milliards pour des nouvelles autoroutes ou il est où le choix, finalement? Nous, on est très contents. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'amélioration de ces projets-là. On est très contents. Mais ça montre aussi toute l'absurdité de l'argent qu'on investit ailleurs plutôt que dans la santé de nos enfants, dans leur sécurité, dans leur autonomie. Je me permettrais... Bien, allez-y. Non, allez-y, complétez, puis je vais avoir un autre sujet après. Bien, par rapport à l'échéancier, je vous dirais, ça fait 70 ans là, que le Québec se développe en mode tout à l'auto. Fait que, évidemment, on n'a pas l'attente que personne va faire ça en un mandat là, ou en 2 ans ou en peu importe combien de temps. Mais encore une fois, s'il y avait une institution responsable de normer, il pourrait commencer petit par la zone scolaire au sens de la loi présentement, le petit quadrilatère, mais là, ça serait précis, puis éventuellement commencer par
le plus évident, les zones scolaires, les corridors scolaires, les milieux très denses, puis agrandir graduellement. Là, il y aurait moyen de faire ça graduellement si on le faisait. Sur les zones scolaires, j'ai posé la question à d'autres avant vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'étirer l'horaire des zones scolaires qui sont actuellement de 7h à 17h, de septembre à juin, puis de les rendre permanentes 24/7, 365 jours. Puis encore une fois, spontanément, on se dit, ben oui, ça c'est une bonne idée parce que justement, il y a des enfants qui gravitent autour des écoles, il y a des terrains de jeu, il y a des piscines. Mais d'autres écoles sont situées dans des milieux où il n'y a pas vraiment de mouvement autour des écoles parce que c'est pas des milieux nécessairement alléchants ou c'est sur des grandes artères passantes et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une pertinence par rapport aussi à la sollicitation des ressources policières pour la surveillance, tout ça? Quoi qu'on va avoir plus de radars, mais il n'y en aura quand même pas dans toutes les écoles. Alors, en prenant tout ça en compte, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, en fait, c'est une très bonne idée. Puis aussi, pour la communauté anglophone, les écoles, c'est une des seules institutions qu'on a à travers la Québec qui nous reste. Fait qu'autour de ces écoles-là, la communauté se bâtit. So, c'est vraiment la place. Il y a tout le temps des activités qui se passent là. So, pour nous, même si c'est pas les enfants de l'école, mais peut-être un centre communautaire va louer l'école après les heures d'école. Il y a des enfants là-bas. So, tout ce qu'on peut faire pour rendre ça plus sécuritaire, let's do it. Merci beaucoup. Je pense qu'il me reste 8 secondes. Bon, bien, pour vous remercier et vous saluer encore une fois, merci beaucoup de vous être déplacé puis pour tout le travail que vous faites avec nous. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à l'opposition officielle et à Monsieur le député Denis Ligan pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, merci, avocate, pour la présence, de prendre déjà la parole sur l'espace public, de sensibiliser, que ce soit les élus ou les gens. C'est tout est à votre honneur. Donc, bravo encore une fois. J'imagine que je vous ai entendu tout à l'heure parler d'un cas, mais j'imagine que voir un enfant frappé par une voiture, c'est toujours traumatisant. J'ai vu beaucoup d'infos dans votre mémoire, notamment parler d'une loi cadre ou adopter une loi sur la santé et la sécurité des usagers, mais qu'en est-il de ceux qui vivent déjà un choc? Je ne sais pas si vous étiez dans une situation pareille ou accompagner quelqu'un qui a vécu le moment. Bien, moi, je peux y aller. Mes enfants vont dans 2 écoles différentes. Puis, depuis novembre, on a eu 2 enfants qui se sont fait frapper. Ils ne sont pas morts, fait qu'ils ne sont pas dans les nouvelles, mais 2 enfants frappés par les autos, puis gravement blessés. Ça a été un choc pour les enfants. Moi, j'ai un enfant avec des besoins particuliers. Ça l'a affecté beaucoup. Puis aussi, ça a affecté l'environnement totalement. Ça, c'est 2 différents cas d'élèves depuis novembre qui se sont fait frapper par des autos. Ouais. Mais là, on parle beaucoup, et merci pour votre témoignage, là, on parle beaucoup de la sécurité et c'est très correct. Zone scolaire, corridor scolaire, mais vous venez de décrire quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Ceux qui accompagnent, ceux qui vivent avec, ceux qui ont vécu, on fait quoi? Oui, c'est une très bonne question, là. C'est pour ça qu'on est équipe, parce qu'après, tout ce qui arrive avec la santé mentale des enfants puis de milieu scolaire, on sait déjà qu'elle est fébrile. Il y a un autre choc qui vient rentrer dedans, comme ça. Ça nous prend à l'école, on a eu des interventions, les profs ont parlé avec les enfants. On a eu beaucoup d'interventions à l'école, mais à la maison aussi. Il faut de plus en plus éviter des situations comme ça. Avec un plan qui peut réduire la vitesse, ça pourrait aider. On a deux mamans de notre groupe qui ont perdu leurs enfants dans des accidents autour des écoles. Et je peux vous dire que l'écriture de ces mémoires-là, pour ces gens-là, c'est quelque chose de... J'imagine. C'est quelque chose de très gros parce que ces gens-là se battent pour des infrastructures, par exemple un trottoir, par exemple des lignes pour séparer, pour aller à l'école. Ces gens-là, ils se battent depuis des années pour avoir des infrastructures. Fait que nous, dans le fond, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais nous, on est là pour ces gens-là, justement, parce que ces gens-là demandent qu'il y ait des changements et ils n'en reviennent toujours pas qu'un rapport du coroner n'est pas suffisant pour faire changer les choses. Oui, mais sur ce point, écoutez, là, moi, tout à l'heure, quand je vous ai entendu
parlé du rapport du coroner et qu'on n'a pas donné suite au rapport du coroner. Je ne sais pas ce qu'on attend à notre décès, et j'espère que non, avant d'agir. Moi aussi, je suis à votre place. C'est inexplicable. On demande qu'il y ait une instance qui puisse faire ce travail-là, parce que c'est pas à des mères endeuillées de faire ce travail-là. Et c'est pour cela que vous, ce que vous proposez, c'est la première fois que j'entends ça, JCG, sur la loi, sur la révision de la loi, d'ailleurs dans cette salle, sur la santé et la sécurité du travail. Vous, ce que vous dites, c'est que vous cherchez une autre institution analogue à la CNSST qui sera en charge de surveiller tout ça, y compris le fait qu'on ne donne pas suite à un rapport du coroner. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous proposez? Oui, ça peut être une nouvelle institution ou ça peut être ajouté au mandat de la SAAQ, parce que déjà, la SAAQ prélève les cotisations de ceux qui génèrent le risque, c'est-à-dire les détenteurs de permis de conduire puis d'immatriculation, pour indemniser les victimes. Donc, par contre, il n'y a pas de travail de prévention qui peut être fait au niveau des infrastructures. Donc, l'idée, ça serait de soit créer une nouvelle institution, soit donner au mandat de la SAC, donner à la SAAC le pouvoir d'intervenir au niveau des infrastructures, en disant, ici, ça ne correspond pas aux normes, comme un enquêteur de la CSST viendrait dans un milieu de travail puis dire, oups, ici, ça ne correspond pas aux normes, j'ai un règlement, c'est très clair, voici ce que vous devez faire, puis vous avez tel nombre de journées pour vous conformer. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important, que c'est un début, on commence quelque part et probablement ça risque d'être d'autres ajouts au courant des prochaines années. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous dis, le fait qu'on reste dans la zone scolaire et non pas aller au corridor, c'est assez, c'est suffisant? Première question. Deuxième question, je ne sais pas si vous avez des informations ou des statistiques par rapport le nombre d'accidents au risque corridor scolaire versus zone scolaire. Bien, en fait, ça a été dit par Piéton Québec que tantôt. Oui, fait qu'évidemment, non, zone scolaire, c'est pas suffisant. On voudrait les corridors scolaires. Puis on disait que c'était 85 des enfants AP qui étaient pas dans la zone scolaire, puis 95 je crois, des décès. Donc, c'est absolument crucial là, de tenir compte de la trajectoire au complet. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Ça va. Non. Recommandation 3, vous dites définir précisément ce que signifie l'aménagement sécuritaire des corridors scolaires. C'est quoi pour vous l'aménagement idéal pour un corridor scolaire sécuritaire? Bien, évidemment, comme on le disait tantôt, c'est différent dans tous les milieux. Donc, tu sais, là, quand moi je pense à mon milieu, je pense que ça n'a pas de sens qu'il y ait 6 voies de circulation à traverser sans qu'il y ait un îlot, par exemple, pour que les enfants puissent arrêter au milieu de la voie. Ça n'a pas de sens qu'un enfant ait traversé une route où c'est 50 km/h quand on sait que les études disent qu'en haut de 30, les morts augmentent de façon exponentielle. Donc, mais ça, c'est dans mon milieu à moi. Dans un milieu plus rural, peut-être ça va prendre un trottoir pour se rendre à l'école, au minimum. Ça va prendre un chemin séparé des véhicules. Il va falloir que le chemin soit déneigé. Donc, ce sont des exemples. Mais, tu sais, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'exemple. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a rien d'obligatoire. Donc, il y a des recommandations partout. Il y a des plans de déplacement scolaire qui sont faits. Le problème, c'est que, je veux dire, un rapport du coroner n'est pas suffisant. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on connaît les solutions ou pas. Les solutions, elles sont connues. Il reste à les appliquer. Oui. C'est pour cela que vous dites dans la recommandation 2, rendre obligatoire l'aménagement sécuritaire des corridors scolaires et non uniquement de la zone scolaire. C'est de là où les deux sont liés. Tout à fait. OK. Une dernière question pour ma part, et après c'est mon collègue. Je n'ai pas vu dans le mémoire l'alcool au volant. Et je ne sais pas si vous avez eu cette discussion à l'intérieur de votre organisme. Bien, évidemment, on est d'accord à ce que la limite pour l'alcool soit diminuée. Ça ne fait pas de doute. Mais ce n'est pas un sujet qu'on a beaucoup traité. Vous savez, on est tous des parabénévoles qui travaillons depuis 1 an sur ce dossier-là. Mais déjà, vous faites un excellent travail. Le fait que vous avez réussi à avoir un engagement de Mme la ministre et avoir une rencontre avec elle, bravo. C'est un succès que vous voyez, vous êtes impliqué dans un plan de sécurité, c'est bravo. Donc, le bénévolat paie parce que vous voyez que vos idées, vous faites avancer vos idées. Mais je reviens à la question. Ce n'était pas le sujet, je pose la question à des parents. Pensez-vous que le législateur est dû à ajouter le 005 si on veut parler de la sécurité routière? Ça
fait aucun doute. Ça fait aucun doute. En fait, je vois pas l'obstination à ce sujet-là. Il n'y a même pas d'enjeu d'acceptabilité sociale. Conduire, c'est quelque chose qui nécessite une attention en continu. Tout ce qui sera distraction doit être enlevé. Donc, absolument. Merci. Vous? Tout à fait. C'est évident. Toute mesure pour favoriser la sécurité des piétons, on est tellement loin que n'importe quoi, on va le prendre. J'imagine la même chose. Absolutely. Absolutely. Yeah. Donc, c'est unanime. 4. Ça devrait l'être pour le Parlement. Pardon? Ça devrait l'être pour le Parlement aussi, pour l'Assemblée nationale, tant que moi. Ben, écoutez, c'est pour cela que je vous pose la question. Vous savez, c'est très intéressant ce qu'on fait. C'est un échange démocratique. Je note l'absence dans le projet de loi. C'est pour cela qu'on demande au groupe. En date d'aujourd'hui, je pense que le 005 gagne du terrain. On parle même l'acceptabilité sociale. Maintenant, nous, on va faire notre travail. Le reste, c'est le gouvernement qui va accepter ou pas ce que vous proposez. Nous, on est juste une croix de transmission. Donc, c'est pour cela que je demandais à des parents sensibles, impliqués dans cet enjeu, s'ils voient d'un bon œil que le Parlement doit aller dans ce sens, ce que je constate, qu'il y a une acceptabilité sociale. Un groupe avant vous a dit, probablement nous sommes déjà rendus là. Donc, c'est le moment de le mettre en application. Donc, je vous remercie. Monsieur le Président, c'est mon collègue qui va prendre le relais. Merci encore une fois. Merci, Monsieur le député de Néligan. Je cède la parole maintenant à Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, M. Pour le Président. 2 minutes 30. Bon, merci beaucoup, M. le Président. Je vais essayer d'être concis. Votre recommandation numéro 7 d'exiger la tenue statistique sur le nombre de cheminements scolaires qui auront une limite de vitesse différente. Juste pour comprendre, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de registre dans d'autres juridictions? Puis est-ce que vous avez des statistiques que vous pouvez partager avec nous? Bien, en fait, là, la loi prévoit que ce sera 30 km/h devant toutes les écoles, sauf exception. Donc, pour nous, il faut mettre le fardeau de la preuve, finalement, sur le concepteur de la route qui va nous expliquer pourquoi ce serait plus sécuritaire que la route soit autrement qu'à 30 km/h. Donc, pour que ça ait lieu, bien, il faut qu'il y ait un registre pour tenir mémoire, finalement, de ces endroits-là. Mais non, on ne connaît pas de juridiction qui fait ça. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, ça devrait être sur les épaules du ministère, finalement. Bien, dans le cas où c'est le MTMD, oui, mais ça peut être dans les villes aussi, effectivement. OK. Puis, on parle de zones scolaires, puis de corridors scolaires, puis je m'excuse à l'avance si je dis quelque chose qui a déjà été déjà défini par d'autres avant, mais dans un contexte où est-ce que, les enfants sont transportés en autobus parce qu'ils sont à une certaine distance X de l'école, eux sont déposés devant la porte, pas de risque. C'est ceux qui sont à l'intérieur du cercle, OK? Est-ce que c'est cette approche-là que vous voulez utiliser quand vous voulez parler de corridors scolaires? C'est que c'est pas vraiment juste les rues les plus utilisées. Votre exemple de 6 voies là, à traverser. Est-ce que c'est vraiment plutôt comme, par exemple, ce qui n'est pas couvert finalement par le service d'autobus qui pourrait être considéré comme la zone scolaire? Bien, disons que ce serait ambitieux de vouloir faire ça dans une ville comme Montréal ou dans une ville comme Québec. Ça voudrait dire que la ville en entier est un territoire scolaire, là, parce que les milieux sont denses. Là. Moi, j'ai 3 écoles à moins d'1 kilomètre de la maison. Là, donc, ça serait quand même très exigeant de passer tout de suite à ça. C'est pour ça que nous, on propose les corridors scolaires, qui seraient les rues qui sont principalement employées par les élèves. Il y a des études là, qui sont faites, entre autres, par le CE à Montréal, où on se rend compte finalement que les enfants utilisent pour 95 % certaines rues. Et donc, ce serait celle-là qu'il faudrait prioriser dans la loi et sur le terrain, finalement. Ceci termine l'échange avec l'opposition officielle. Je cède maintenant la parole au deuxième groupe d'opposition et monsieur le député de Tachereau. Pour 4 minutes. Bonjour à vous 4. Merci pour votre énorme engagement depuis 1 an, puis merci pour votre présence, puis votre mémoire également. Je trouve très intéressante votre proposition d'un protecteur de l'usager ou des usagers de la route. Effectivement, vous avez fait la référence avec la CNESST. Il y a des agents
des agents, ou en tout cas des inspecteurs qui sont chargés d'aller sur les milieux de travail puis vérifier que les normes, que les lois sont respectées, sont mises en application au bénéfice de l'atteinte du moins d'accidents graves ou mortels sur les lieux de travail. Ça m'a fait réfléchir aussi, récemment, au niveau du ministère de l'Éducation, on a la création d'un protecteur de l'élève qui a été mis sur la place publique. De la même façon, on a un protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport qui est annoncé aujourd'hui dans le projet de loi déposé par la ministre responsable. Je trouve ça intéressant. Puis, je ferai une petite parenthèse en rappelant que du côté gouvernemental, on a beaucoup insisté sur l'acceptabilité sociale, sur la difficulté de mise en application. Est-ce que pour vous, ça sonne comme un compromis à accepter pour faire un pas dans la bonne direction? Bien là, l'acceptabilité sociale, pour moi, il n'y a pas d'acceptabilité à ce qu'un milieu de vie que mes enfants prennent pour aller à l'école soit dangereux. C'est pas acceptable qu'un milieu de vie soit dangereux pour se déplacer. Ça fait en sorte que la part modale des marcheurs diminue depuis des dizaines d'années maintenant, parce que le danger augmente toujours par la quantité, la grosseur, la vitesse des véhicules. Donc, acceptabilité sociale, pour moi, ça veut dire que finalement, on laisse aux usagers dangereux des privilèges, alors que ce qu'on voudrait, c'est que nos enfants se déplacent à pied pour aller à l'école, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un faux débat, cette question d'acceptabilité sociale autour des écoles. On veut que nos enfants marchent, ça devrait être la priorité de nos élus, c'est ça qu'ils veulent, les parents. Selon vous, là, combien de morts ou d'accidents graves sont acceptables sur les routes au Québec par année? Zéro. Zéro? Zéro. Zéro. Mais la réalité, c'est clairement plus grand que zéro. Puis c'est ça, moi-même, je suis mal à l'aise depuis ce matin un peu avec ce débat-là. La sécurité, oui, à un moment donné, il faut mesurer les choses, mais on peut quand même pas... La situation, le statu quo est dangereux, est inacceptable, puis de commencer à parler des petites frustrations que pourraient vivre des automobilistes qui choisissent toujours des voitures plus grosses avec des plus gros angles morts, puis tout ça, en disant que sinon ils vont se fâcher, que sinon ils vont avoir de la rage au volant. Si les gens sont enragés, on va pas leur ouvrir la voie encore plus grande en disant « Mon Dieu ». Au contraire, il faut les contraindre. Donc, comme Jean-François disait, c'est un choix de société. Est-ce que vous trouvez que le projet de loi, tel qu'il est écrit actuellement, nous permet d'atteindre le zéro accident grave, zéro accident mortel sur les routes? Bien, il y aurait besoin d'être bonifié. Oui. Parfait, merci. J'avais le goût de vous entendre là, sur les écoles, les zones scolaires, 24/7, 365 jours par année. On disait tantôt, il y a peut-être des écoles qui sont moins fréquentées. C'est pas un peu l'œuf ou la poule? Il y a peut-être des écoles qui ne sont pas fréquentées en dehors des heures scolaires parce que les aménagements autour ne sont pas suffisants. Exactement. Oui, il y a ça. Puis il y a aussi, vraiment, là, rouler 10 km à l'heure plus vite entre telle et telle heure, là, c'est-tu vraiment un enjeu par rapport à la clarté? Zone scolaire, pas besoin de regarder ta montre. Évidemment, je trouve que il n'y a pas de mesure entre les deux. Là. Un exemple très frappant sur Christophe Colomb, justement à Montréal, où la ville a payé un espèce de gros panneau pour que les automobilistes puissent aller à 10 km/h plus vite à certaines heures de la journée, alors que le reste de la journée, c'est 30 km/h. On a vraiment de l'argent dans notre société pour augmenter la vitesse pendant certaines heures de 10 km/h. Un terme aux échanges avec les membres de la commission. Je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous allons suspendre encore un très court moment pour faire place au prochain groupe. Merci.